Enfin, enfin Philippe Geluck, enfin la vérité. Enfin tout est vrai. Non mais là, on attendait ce livre. On voulait vraiment tout savoir. On voulait enfin savoir la vérité. Et là, tout est vrai, je le jure. Je dis la vérité, rien que la vérité. Oui. Bonjour monsieur le président du tribunal. Il était temps. Mais oui, parce que j'ai menti, en fait. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, pendant toute ma vie, j'ai menti. Parce que la fiction dans laquelle je me complais, le gag, l'humour, c'est que du mensonge. C'est pas vrai. Quand on fait des dessins, c'est pas vrai. Le chat, vous allez être déçus, mais le chat que je dessine, il n'existe pas pour de vrai. Ah oui. Non. Mais alors attendez, mais tout ça, ce serait du faux. Mais vous-même, Patrick Simonin, Oui. que je regardais à la télévision quand j'étais petit et que j'admirais plaisir. déjà, quand je vous ai rencontré, je me suis dit, mais il existe vraiment ? Je pensais que vous étiez un dessin animé. Ah non, mais moi, je pensais pas que la reine Mathilde vous regardait à la télévision. Quand elle était petite. Quand Alors, elle était petite, oui. c'est une des C'est histoires quand même un truc de fou. que je raconte dans le livre. J'animais en Belgique, mais les Français n'en savent rien, une émission pendant 5 ans qui s'appelait Lollipop, qui était quotidienne, qui était de l'insolence, de l'humour Il y a une décalé. chanson. Oui, Il y a une plusieurs. chanson. Vous allez nous la chanter Oh non, d'ailleurs. te casse pas Un la orchestre tête. va arriver. Oui, on va- bien sûr, hein. avec des grands chapeaux mexicains. Non, et donc, la première fois que nous nous sommes rencontrés, elle est venue vers moi en me disant « Vous n'allez pas me croire, mais quand j'étais petite, je regardais Lollipop à la télévision. » Et ça m'a sidéré de voir cette dame qui était devenue notre reine et qui regardait mes pitreries quand elle était enfant. Non mais c'est dingue, parce que dans ce livre, oui c'est vrai que tout est vrai, Philippe, et il y a des souvenirs, et puis il y a des choses racontées, et puis il y a de l'absurde de la vie, il y a des petites scènes, c'est plein de poésie. Moi j'adore. C'est comme des petites histoires. Alors des fois on est tenté, on a envie de savoir la fin très vite. Ouais. Alors il y en a de toutes les tailles. Ouais. Hein, pour des histoires, on dit, comme pour tout, c'est pas la taille qui compte. Donc je raconte des histoires très brèves, quelques lignes, et puis d'autres qui font une page et demie tout de même. Et j'ai reparcouru toute ma vie, et je raconte des souvenirs d'enfance, des moments vécus par mes grands-parents ou leurs amis, mais aussi mes rencontres incroyables sur les plateaux de télé, et notamment à Vivement Dimanche Prochain, aux côtés de Michel Drucker, où j'ai croisé des gens que j'aurais jamais rencontrés si j'avais vécu une vie un petit peu normale. Et tout ça fait un livre que j'illustre de dessins d'actualité d'époque et que je resitue dans leur contexte, parce que qui se souvient encore de la libération de Ingrid Betancourt ou de l'affaire Courgeot ou de machin? Et je dis ça, c'était en telle année. Et c'est ça que j'ai dessiné à cette époque-là. Oui, comme vous dites, Arlette Laguillet, quelques mois après votre naissance, les troupes allemandes envahissent la France. Ne trouvez-vous pas cette réaction disproportionnée? C'était à mes débuts chez Drucker, c'était, je ne sais pas, les 2 premiers mois. Et elle a éclaté de rire. Elle ne s'attendait évidemment pas à ça. Arlette Laguillet, force ouvrière, camarade. Et puis j'arrive avec un truc qui l'amuse. Ça ne la déstabilise pas au point de compromettre l'émission, mais c'était ça que j'aimais faire dans Vivement Dimanche Prochain, c'est poser les questions auxquelles personne ne s'attendait du tout. Oui, vous dites à Jean d'Ormesson. Alors ben là, votre texte sur Jean d'Ormesson, c'est un peu long, mais vous dites en gros, parce qu'il vous raconte des souvenirs, vous prenez très vite conscience de la façon dont les choses ont tourné, puisque vous suivez vos parents vers l'Amérique du Sud après la guerre en 1939, tandis que d'autres grands criminels ne le feront qu'après 1944. Oui, voilà, il était fils de diplomate, donc il a suivi ses parents, mais il raconte aussi qu'il avait applaudi à un défilé nazi. Mais il était môme, il trouvait que les images étaient jolies, et donc il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais ce qui était drôle, c'était de l'insulter un peu, le grand Jean d'Ormesson, et de dire tout de même, vous avez soutenu un régime qui n'est pas très recommandable. Et ça l'a fait rire, évidemment. Ben oui. Parce que je partais d'un dossier de presse sur l'invité, dans lequel il s'était confié, par exemple, à Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République. Et je lui dis, vous avez déclaré à l'époque que, quand vous étiez président, vous étiez amoureux de 30 millions de Françaises. Et j'ajoute, ça devait vous faire de sacrées érections matinales. il avait un tout petit peu de travers, et puis il me dit, j'assume. Oui. Et voilà. Et après, on a parlé longtemps, il est devenu fan du chat, et j'ai dû lui envoyer tous mes albums dédicacés auxquels il répondait par une lettre manuscrite personnalisée. Donc c'était
C'est magique, c'est des trucs auxquels on ne s'attend pas. Isabelle Boulay, elle vous dit, moi, avant de monter sur scène, j'embrasse tous les musiciens. Et alors, vous lui dites, est-ce parce que vous avez chanté avec les chœurs de l'Armée Rouge que votre concert a eu 45 minutes de retard? Mais oui, ils sont 200 à chanter sur scène. Donc voilà, c'est des questions, c'était évidemment pas des questions de journalistes, c'était des questions de pitres et d'amuseurs, mais toujours prises sous un angle auquel les invités ne pouvaient pas s'attendre. Et c'est ça qui était jouissif. C'est pas forcément dans le bouquin, mais vous parlez de lui, d'Alain Delon. Je me souviens évidemment de cette rencontre qui a donné le titre d'un livre. Quand il m'a dit, alors on recevait Mireille Darc, merveilleuse Mireille Darc, qui était devenue réalisatrice, on la recevait chez Drucker, et Delon vient rendre visite sur le plateau, et Mireille dit un truc, elle avait prévenu personne, et elle dit à Alain, je vais te dire une chose que je t'ai jamais dite. Est-ce que tu peux imaginer comme j'ai souffert quand tu es venu m'annoncer que tu me quittais alors que j'étais sur un lit d'hôpital? Elle avait eu un accident de voiture, elle était cassée en 1000 morceaux. Et là, il vient lui dire « Salut, je me barre ». Et il dit « J'imagine que c'était pas simple de vivre avec Alain Delon, mais tu sais que toi, t'avais ton petit caractère aussi, et que pour moi, tous les jours, c'était parfois compliqué. » Et là, je lui dis « Eh oh, vous allez pas en plus l'engueuler ?» Et il me dit « Oh, toi le Belge, ta gueule ». Ce qui est devenu le titre d'un livre plus tard. C'est quand même incroyable, hein. Oui, c'est des grands moments. Oui. C'est quand même... alors Delon, il paraît que quand il prend le taxi, le chauffeur... C'est vous qui le racontez, Philippe. Oui, bien sûr. Il rentre dans un taxi et le chauffeur lui dit « Oh, monsieur Delon, je suis trop impressionné de pouvoir vous conduire dans ma voiture. Où puis-je vous emmener ?» Et Delon dit « À la maison. » Et l'autre a dû dire « Oui, mais c'est quoi l'adresse ?» Parce que... C'est comme si ça avait été un chauffeur particulier. Oui. Une dédicace pour quelqu'un de votre famille, Serge. Oui. Il dit Serge. Je lui demande une faveur avant qu'on fasse l'émission. J'ai dit mon coloriste est absolument fan et le seul autographe qu'il m'a demandé de ramener de mes aventures télévisuelles, c'est un autographe de vous. Est-ce que vous êtes d'accord de lui faire? Il me dit avec plaisir. Il prend le carton et je dis il s'appelle Serge. Et Delon me dit Serge avec S. Et je dis oui. Et puis il écrit le truc et il me le donne. Et il avait écrit pour Sergeus. Serge avec comme s'ils étaient plusieurs. Heureusement, il y en avait un au début aussi, ce qui m'a rassuré. Alors on en apprend beaucoup sur vous. Hein. Vous avez une drôle de vie quand même, Philippe. Ah ben si, vous avez porté l'uniforme SS. Alors ça... C'est là qu'on se dit, il fallait vraiment ce bouquin. Il faut vraiment lire il faut vraiment lire le chapitre pour comprendre. Dans une première vie, j'ai été comédien au théâtre. Et j'ai joué dans un spectacle qui s'appelait Bent et qui parlait de la persécution des homosexuels pendant la montée du nazisme. Ils ont ensuite été mis dans des camps de concentration et portaient le triangle rose. Et je jouais un capitaine SS dans la deuxième partie de la pièce. Et donc le théâtre m'avait commandé un uniforme à une agence de location anglaise. Les Anglais avaient eu la très bonne idée de racheter des uniformes de toutes les armées du monde après la guerre, en se disant il fallait y avoir des films, des pièces de théâtre, et comme ça on aura du stock. Et donc on m'a envoyé à ma mesure un vrai uniforme qui avait été porté par un vrai capitaine SS. Et chaque soir, quand je revêtais ce costume de scène, j'étais très mal. J'avais vraiment la nausée et j'avais un vrai malaise. Mais après, ça a donné une vérité au personnage qu'un costume de théâtre n'aurait pas pu rendre. Alors, c'était presque plus facile de jouer Frankenstein. Oui. C'est vrai que là, la forme du crâne on sent qu'il y avait déjà une ressemblance. Non, mais c'est vrai. Merci, salaud. Un peu de maquillage et puis c'était fait. Voilà, avec un boulon. On a tout de même dû me faire une tête encore plus large que la mienne. Et la maquilleuse, qui était inexpérimentée, m'a mis un bas nylon sur la tête avec de la vaseline. Et puis, elle a mis de la silicone pour prendre la forme de mon crâne. Seulement, un bas nylon, c'est presque un tissage. Donc, mes cheveux de l'époque sont passés à travers le bas, se sont pris dans la silicone qui a séché. Et quand elle a voulu le retirer,
Ça partait plus. Et donc, on a été mort de rire. Ça a duré 3h30. On a dû aller sous la silicone avec des ciseaux courbes pour me couper les cheveux. Et c'est pas ce jour-là que je suis devenu chauve, je vous rassure. Si, parce que là, il y a, comment dire, Charles Aznavour vous a donné des conseils capillaires. Il faut dire qu'il en connaissait un rayon. Hein. Première fois qu'on s'est rencontrés, il a foncé sur moi en disant « Vous devriez faire des implants capillaires ». Et il m'a montré sa tête. Il dit « Moi, j'en ai fait. Regardez comme ça a bien pris ». J'ai dit, bon, mais bonjour quand même, etc. Il était obsédé par ça. Ouais. Et alors, il y a un moment où vous racontez, vous avez été très proche d'Éric Zemmour. Très proche. Mais physiquement. Je l'ai même tenu dans mes bras. Vous l'avez même, oui, comment dire oui. Non, pas... Oui, un peu. C'est-à-dire qu'il y avait... J'étais invité à On n'est pas couché chez Ruquier, et il y avait une merveilleuse autrice qui présentait un roman et qui se fait rentrer dans les plumes par les deux Éric. Nolot et Zemmour, qui lui disent que son livre est nul, etc. J'avais lu le livre, donc je prends la défense de l'autrice. Et à un moment, eux ne s'arrêtent pas, je fais le tour du décor, je vais derrière Zemmour, qui était à son banc, comme ça, je me place mes bras derrière les... Non, je prends ces deux bras et je commence à les agiter un petit peu de façon clownesque en disant... Et je fais sa voix et je dis « Mais non, j'adore votre livre, il est formidable, je retire toutes les méchancetés que j'ai dites, etc. » Les gens sont morts de rire et puis je le lâche, etc. Et donc j'ai tenu ce type dans mes mains. Oui. Voilà. Je préfère oublier. Ah oui. Ah mais, alors, il y a une autre histoire... Vous allez me faire passer pour qui? J'ai tenu Zemmour dans mes bras, j'ai porté l'uniforme SS, vous en avez encore d'autres? Non, mais il y en a plein, mais c'est dans le bouquin. Ah mais oui, c'est vrai. C'est dans le bouquin. Tiens, par exemple, alors des choses arrivées à d'autres, parfois c'est mieux, parce que quand un homme politique vient inviter sur une radio le matin, et que la veille, il y a Macha Merrill qui a fait son émission avec son petit chien assis sur la chaise où l'homme politique vient s'asseoir le lendemain. C'est Alain Qu'est-ce qui peut arriver? Qui m'a raconté ça, c'était à France Inter, et donc elle fait ses émissions très tard la nuit, le petit chien était là, et le lendemain, invité très prestigieux, qu'on fait asseoir dans le fauteuil où le chien avait dormi, mais malheureusement, le chien avait fait ses besoins sur la chaise, et personne s'en était rendu compte, donc le type, le ministre... On ne sait pas lequel ministre... Ça, je ne peux pas le dire. Mais ça porte bonheur, attention. Hein. Oui, mais pas quand on s'assied dedans. Peut-être quelqu'un qui est devenu président de la République après. Je ne peux rien dire. Ah oui. Et je suis un type loyal. Non, il y a aussi la fois où je raconte que je me suis promené, et je vous jure que c'est vrai, entièrement nu dans une supérette. Il y a des témoins. Qui a fait ça? Ah ben là. Alors nous passions nos vacances dans un village naturiste. Vous pouvez nous le refaire, Philippe, pour si vous voulez. Dans un village naturiste où on était là, les enfants étaient petits, donc pas gênés par la nudité, et c'était pas du tout rigoureux, c'est-à-dire que les ados qui avaient un petit peu de la peine avec ça, pouvaient porter un t-shirt, un short. Or, un soir, on est à la piscine, le temps se couvre, il commence à faire frais. Tout le monde retourne s'habiller. Sauf moi, je suis pas frileux. Et je dis à ma femme, rentre avec les enfants, je passe faire les courses à la supérette, ce que je fais. Comme d'habitude, entièrement nu, avec mon petit caddie. Je vous rassure, les caissières, le boucher étaient habillés. Et moi, je suis nu. Et au moment où je fais la queue pour passer à la caisse, je me rends compte que je suis le seul type entièrement à poil dans une supérette où tout le monde est habillé, client et personnel. Et je vous jure que ça fait une drôle d'impression. Heureusement, c'était un village naturiste, sinon j'étais embarqué par la police. Eh bien, figurez-vous, Philippe, on a les photos, les voici. On a les photos de ce moment important. Non, là, merde. Il y a un problème de magnéto. Personne ne me connaissait à l'époque. Hein. Par contre, il y a des difficultés à avoir des images de certaines émissions que vous avez faites. Vous racontez là-dedans. Vous faites des émissions improbables. Il y a un moment, le présentateur, il reçoit plein d'invités, puis on vous dit, voilà, maintenant, on va recevoir Philippe Gueluc. Et là, chut, coupure de courant. C'était en direct de Bruxelles, c'était Michel Field. Et ma femme regardait l'émission en direct le soir, et elle voit au moment où il dit « Bonjour Philippe Gueluc », l'image qui se coupe. Veuillez excuser cette interruption, les images ne nous parviennent plus de Bruxelles. Elle croise les doigts pour que la panne soit réparée, la panne d'émetteur. Et tout à coup, après 5 minutes, l'image revient et Michel Field dit « Eh bien, merci et au revoir Philippe Gueluc. L'interview s'était passée entièrement. Nous ne savions pas sur le plateau qu'on n'avait pas été diffusé. » Et donc, le lendemain, j'étais toujours inconnu en France. Il vous en arrive, Philippe. Il faut vraiment lire ce bouquin. Vous saurez, par exemple, qu'un jour, en sortant d'une émission de Drucker, vous avez été embarqué par les CRS. Oui. Non, mais ça, et les témoins étaient là, ils l'ont vu. C'est vrai, mais pas avec les menottes. Alors, c'est drôle, je sors de l'émission, le public commence à sortir, il y a 2 immenses CRS qui m'attendent, Monsieur Gueluc.
Je dis oui, je dis qu'est-ce que j'ai fait encore de mal qui me vaut cette arrestation? Et il y a le plus grand des deux qui s'avance vers moi et qui, très ému, me dit voilà, il y a 2 personnes que je rêvais de rencontrer dans ma vie, c'est Georges Brassens et vous. Et il me dit, avec Brassens, ça n'a jamais été possible, mais aujourd'hui, je suis trop heureux de vous rencontrer. Est-ce que vous accepteriez de nous suivre et de nous faire une dédicace dans le quart de CRS devant l'ambassade des États-Unis? Je suis sorti avec les 2. Tout le public a cru que je me faisais embarquer. Et j'ai passé un moment délicieux à l'eau minérale dans le quart des CRS où j'ai fait des dédicaces. Ouais, bah tiens, Astérix selon le chat. Ça, c'est un souvenir formidable. Et, alors là, c'était ni Frankenstein, ni ça, c'était Astérix. Vous avez joué Astérix et vous êtes rentré dans le parc de Disneyland en Astérix. C'est très interdit. Donc dans le parc Disney, habillé en Astérix. Mais devant des Mickey. Absolument. Et le précédent qui avait tenté ça s'était habillé en Schtroumpf et avait voulu pénétrer à Euro Disney. Il a tenu 17 secondes. Oui. Et pour une caméra cachée, pour Ruquier, dans On a tout essayé, on m'a envoyé en mission avec un déguisement d'Astérix. Je suis entré en civil, je me suis changé dans les toilettes et on a vu combien de temps, on allait voir combien de temps j'allais tenir. J'ai tenu, je crois, 12 minutes. Il y a même des Mickey qui disaient bonjour à Astérix. Et des enfants. Bonjour Astérix, bonjour les enfants, etc. Des gens, j'avais un masque, donc on ne pouvait pas savoir que c'est moi, mais à la voix... Ah, il y a d'accord, connu. Des gens me disaient, eh bien, monsieur Gueluc, on se promène en Astérix à Euro Disney. Et finalement, je me suis fait embarquer par 2 vigiles et ça s'est terminé. Sans heurts, heureusement, mais je l'ai fait. Oui. Et la séquence était montrée à Albert Uderzo, qui s'est marré. Évidemment. Albert. Et moi, de rencontrer Albert Uderzo. On l'embrasse là où il est, un notre rêve Albert. d'enfant, évidemment. Hein, quel génie. Alors, des histoires arrivées à d'autres, puis en même temps, c'est aussi l'occasion de saluer des amis comme Pierre Bénichou. Ah. Et là, alors celle-là, je ne peux pas la raconter parce que ça va nous donner des jolis mots du langage, mais il y a d'autres qui pouvaient le raconter. Non. L'histoire avec Amanda Lear, on la veut. Mais si, les paroles ne sont pas de moi. Pierre Bénichou qui donne des conseils à Amanda. Voilà. Avant le Vivement Dimanche d'Amanda Lear, Pierre Bénichou l'appelle, elle, le soir, pour lui dire, écoute, tu fais une grande émission, 5 millions de téléspectateurs demain, est-ce que tu n'en profiterais pas pour tout avouer, pour dire que tu es un homme qui a été transformé pour devenir une femme? Silence au bout du fil. Et Amanda Lear lui répond sobrement, va te faire enculer. Et elle raccroche. Et Pierre m'a raconté ça le lendemain. Il n'était pas fier. On a fait l'émission comme si de rien n'était. Et sur la vérité, je n'ai rien à dire, je ne sais rien. Ça sera pour le volume 2. Puisque tout est vrai. Oui, sauf que je balance rien. Oui, mais on veut la suite. Je ne trahis personne. Non. Je raconte des choses. Les coups de pompe de Bénichou. Il est au théâtre. Il va voir des amis acteurs. Il est dans le parterre avec sa femme. Pierre était victime de coups de pompe monumentaux. Et donc la pièce commence et il tombe endormi. Et à un moment, il commence à ronfler. Là, sa femme se dit, c'est pas possible. Et lui donne un coup de coude. Il se réveille en sursaut. Il croit que c'est fini. Il se met à applaudir. Or, la pièce venait de commencer. Très gêné. Il s'est pincé après pour ne plus s'endormir. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et c'est des anecdotes tendres aussi sur des gens que j'ai aimés passionnément. Il y en a sur Jean-Pierre Coff, il y en a sur mes grands-parents, il y en a sur des amis de mes grands-parents. Mais tout est vrai. Ouais. Le truc, très vite, je crois que c'est un arrière ou un grand-oncle ou arrière-grand-oncle qui s'appelait Alphonse et qui se balade entièrement nu chez lui. Il fait très chaud. Ils habitaient à Anvers et il se promène nu chez lui. Et sa femme lui dit, mais enfin, Alphonse, ne vous promenez pas comme ça. Si le voisin vous voyait, et il dit avec sa voix de stentor, j'emmerde le voisin. Et là, il entend venant du voisin d'à côté, merci. On dirait une planche du chat. Ça pourrait. Ah non, mais ça pourrait. C'est une planche. Non, mais j'ai une famille de timbrés. Alors, vous apprendrez, par exemple, que Philippe a joué avec Bernard Blier en train de doubler un perroquet. Non, mais on apprend des trucs, vous savez. C'est-à-dire que je suis un petit peu comme, vous savez, les titres de la presse, un petit peu people, la presse à scandale qui dit y aurait-il du lot en gaz entre machin et machin. Là, le titre, c'est « J'ai joué avec Bernard Blier », ce qui est vrai. C'était un court-métrage dont j'essaye de faire effacer toutes les copies tellement je suis mauvais dedans. Mais à un moment, je sors d'une oisellerie et il y a un
perroquet dans une cage qui me dit « Salut l'artiste !» Et j'ai appris plus tard que c'est Bernard Blier qui, pour faire plaisir au réalisateur, avait prêté sa voix au perroquet. Donc, j'ai joué avec Bernard Blier. C'est la vérité. Tout est vrai. Je vous l'avais dit, tout est vrai. Philippe Gueluc, je le jure, tout est vrai chez Casterman. Tout est là. Tout est vrai. Et quel bonheur de lire tout ça. Mais oui, il y a beaucoup de tendresse. Mais oui, c'est ce que vous m'avez dit. Le côté absurde de la vie, des choses simples comme ça qui arrivent avec parfois. Bon, ça, alors, il y a des rencontres. Il y a des moments où je suis un petit peu le héros de l'histoire, notamment quand je lis ma lettre chez Drucker à Monica Bellucci et que je termine la lettre en disant « Pour moi, vous n'êtes pas la plus belle femme du monde, car la plus belle pour moi, c'est celle que j'aime, c'est ma femme. » Et là, elle fait « Oh !» Elle craque, c'est trop mignon. Elle se lève, elle vient me faire la bise. Tout le monde ne peut pas dire ça, tout de même. La semaine suivante, on fait la fameuse émission avec Mireille Darc. Je lui lis ma lettre, je lui dis plein de choses sur son talent, etc. À la fin de la lettre, elle se lève, elle dit « Je ne peux pas faire moins que Monica Bellucci. » Elle vient me faire la bise. Ça, là, je suis fier. Et puis, il y a d'autres histoires où je ne suis pas vraiment... voilà, je suis un peu ridicule. Où je me fais évacuer d'un match de volley en Bulgarie parce que je fais perdre mon équipe, etc. Donc, la vie, c'est tout ça. C'est pas toujours glorieux. On est parfois le dindon de la farce, on est parfois le couillon de l'histoire. C'est important de le dire aussi. Merci. Philippe Gueluc, tout est vrai, je le jure, publié chez Casterman. Vous allez adorer, vous allez vous régaler. Il y en a encore plein Mais oui, d'histoires là-dedans. Oui, on n'a pas raconté tout le livre. On ne va pas les raconter toutes. En plus, il y a plein de dessins. Oui. Il faut quand même l'ajouter, c'est pas que du texte. Notamment celui de Véronique Courgeot, vous savez, cette dame qui avait congelé ses bébés. Et je lui fais dire, à l'époque, il ne faut jamais recongeler un bébé qu'on a dégelé. Oui. Vous comprenez? Et à moment... bon, c'est pas du meilleur goût qui soit, mais c'est ça aussi, le dessin. On voit Sœur Emmanuelle, qui, à un moment de sa mort, qui part au ciel et qui dit « N'en profitez pas pour regarder sous ma jupe ». Oui, elle aurait pu le dire, parce que c'est une femme qui avait énormément d'humour et qui pouvait avoir des sorties très inattendues. Allez. Stop. Faut aller voir. Tout ça, c'est là-dedans. Tout est vrai. Philippe Gueluc, on l'adore. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Patrick.